Je suis né au Togo, je ne suis pas togolais, mais je suis né au Togo. Et voilà, je suis secrétaire général d'une organisation de la jeunesse panafricaniste qui s'appelle Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. D'entrée de jeu, pourquoi je dis que je ne suis pas togolais? Je ne suis pas togolais dans la mesure où les États africains, de par leur existence, ne sont pas des conceptions des peuples africains. Ce ne sont pas mes ancêtres qui ont décidé de l'existence du Togo. Ce ne sont pas mes grands-parents ni mes parents qui ont décidé de l'existence du Togo ou du Ghana ou du Bénin. Ce sont les Occidentaux, notamment les puissances impérialistes qui avaient décidé à la conférence de Berlin en 1885 de morceler l'Afrique, ce qu'ils appelaient le partage du gâteau africain. Et de ce fait, ils ont décidé d'instituer un certain nombre d'États, réglant ainsi de facto le problème de la concurrence impérialiste qui les animait à cette époque. Donc, la première des choses, c'est qu'aujourd'hui, nous qui sommes des Africains, qui avons compris un peu comment fonctionne le monde, nous devons rejeter systématiquement ces États et dire clairement que nous sommes plutôt dans une logique de la Renaissance africaine, ce qui conduira évidemment les peuples africains à leur réunification et à la satisfaction effective de leurs besoins. Comme nous ne sommes pas togolais, ni béninois, ni sud-africains, nous disons simplement que nous sommes africains et de ce fait, nous nous intéressons à toutes les luttes de notre peuple, où qu'il soit aux Amériques, qu'il soit en Europe, qu'il soit dans tous les pays africains. Nous sommes interpellés par ces situations et donc nous n'avons pas dans nos têtes des frontières. Donc il faut que nous les Africains qui sommes ici dans cette salle, nous sachions clairement que nous ne sommes pas des Togolais, nous sommes avant tout des Africains. Et à ce titre, tout ce qui concerne l'Afrique doit nous interpeller. Ceci étant, le sujet de ce soir porte sur les élections en Afrique et principalement sur l'élection présidentielle qui vient de se dérouler au Togo. Vous tous, vous savez que les élections en Afrique ont été toujours des élections tout d'abord non transparentes, fraudées et frauduleuses. Après l'organisation de ces élections, on assiste à une déferlante de violence qui s'abat sur les peuples qui, en réalité, n'ont jamais choisi leurs dirigeants, que ce soit les dirigeants à la base, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pouvoirs locaux, les élus locaux, jusqu'au sommet. Les Africains n'ont jamais choisi leurs dirigeants. Et c'est ça même qui constitue le drame de l'Afrique. Le drame de l'Afrique, comme Sarkozy l'a dit, ce n'est pas que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Le drame africain, c'est que les Africains n'ont jamais eu la possibilité d'élire leurs dirigeants. Ce qui fait que la gestion même du pays ne porte même pas sur les besoins du peuple. Le peuple ne se retrouvant même pas dans ses dirigeants est de facto exclu du pouvoir et des orientations, que ce soit sociales ou économiques ou politiques, que effectivement ces États prennent. Mais il faut placer en quelque sorte le décor aussi en disant que en réalité il n'y a pas d'État en Afrique. Il n'y a pas d'État en Afrique en ce sens que, comme je l'ai dit au départ, les États africains sont à la limite des proto-États parce que c'est des constructions venant de l'extérieur. Ce ne sont pas des décisions émanant des peuples. Donc à partir de là, l'État africain, en quelque sorte, dans son existence et dans son fonctionnement, est exclusivement extraverti et est la continuation du système colonial qui avait cours jusqu'aux années 60. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que clairement et nettement, nous sommes encore dans la colonisation. Sauf que on a remplacé l'administrateur blanc d'hier par un certain nombre de personnes et de clans qui tiennent les pays africains en état d'immobilisme et de répression de façon permanente. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les élections concrètement, vous savez tous que les élections, c'est d'abord des règles. C'est d'abord un processus. Et ce processus a différents niveaux dans son déroulement. Il y a d'abord les préparatifs de ces élections, après le jour J, le jour de l'élection, et après le vote, l'opération de vote en elle-même. On proclame les résultats et ce résultat doit correspondre effectivement à l'expression
populaire, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Chaque fois que les Africains votent, il faut qu'on transforme les résultats. Les gens vont voter, par exemple, une couleur jaune d'un parti. Le lendemain, ils se retrouvent avec une couleur verte qui sort des urnes. Donc, finalement, la seule industrie qui marche en Afrique, c'est l'industrie de transformation des bulletins de vote. C'est ça la réalité. Vous l'avez dit, Julien, que Sarkozy, tout ça, il veut célébrer les 50 ans de l'indépendance de l'Afrique. Il n'y a pas pire injure à faire aux Africains que de dire qu'on veut célébrer 50 ans des indépendances de l'Afrique. Ça n'existe pas. Les indépendances en Afrique sont une fiction. Parce que ceux qui ont lutté effectivement contre le régime colonial ont été tout simplement abattus. Et après eux, on a redéployé le système colonial sous d'autres formes. Donc, quand Sarkozy et ses zouaves en Afrique ont décidé de célébrer les 50 ans des indépendants de l'Afrique, pour nous, c'est très humiliant. Pour les peuples africains, c'est très humiliant. Parce que, considérons un instant que ces indépendances soient une réalité. Voilà une puissance colonialiste, colonisatrice, qui a été éjectée, renvoyée d'Afrique. Et 50 ans plus tard, c'est la même puissance qui dit « je viens célébrer ça avec vous ». Mais non, mais honnêtement, ça c'est de la fumisterie. C'est prendre les Africains pour des cons. Mais malheureusement pour nous, ceux qui sont actuellement au pouvoir en Afrique, c'est des fabrications de l'extérieur, de la France notamment. Donc, à partir de ce moment, ils se plaisent bien à faire ce genre de pied de nez aux Africains, à se moquer de nous, alors que nous savons que depuis 1960, l'Afrique n'a jamais été africaine, l'Afrique n'a pas appartenu aux Africains, l'Afrique n'a résolu ne serait-ce qu'un de ses problèmes. Et la coopération française et tous les outils qui ont été mis en place pour soi-disant venir en aide aux populations africaines sont en réalité des outils de pompage et de vidage des richesses de l'Afrique. Donc, venir célébrer aujourd'hui 50 ans de cette exploitation, de ces humiliations équivaut finalement à prendre les Africains pour des grands enfants, et c'est d'ailleurs ce qui est le cas, hein, parce que dans les opinions occidentales, les Africains ne sont pas du tout considérés. Les Africains ne sont pas du tout considérés. Et le racisme qui a guidé les intellectuels occidentaux, notamment français, au XVIIe, XVIIIe siècle, continue. Exactement comme hier. Et aujourd'hui, ce qui est frappant chez les Français, permettez que je le dise, c'est cette hypocrisie à dire oui, mais nous, on n'est pas comme ça, nous sommes la patrie des droits de l'homme, et au même moment, faire autre chose derrière ce discours. La France est un pays qui aime bien les beaux discours, mystifier les gens, et lorsqu'il s'agit d'agir, la France recule. On l'a vu, lorsque, sous le gouvernement Sarkozy I, on avait créé le secrétariat chargé des droits de l'homme. Tout de suite, lorsque la France était confrontée à la réalité, on fait sauter ce secrétariat d'État. Même si on savait que c'était hautement symbolique plus qu'autre chose, hein. Mais effectivement, lorsque la France s'était retrouvée dans le concret, dans la réalité, de mettre en application, d'être conforme à ses propres engagements en créant ce secrétariat d'État, tout de suite, mais c'est Kouchner, l'homme de sac de riz, qui a dit, mais nous regrettons, moi je regrette même d'avoir créé ce truc, donc voilà, au prochain remaniement, tout de suite, on envoie Ramayad où? Au sport. Au sport. Pour signifier encore une fois aux Africains que voilà, les domaines dans lesquels vous excellez, c'est le sport et la musique. Donc, on vous ramène là. Chirac a insulté les Arabes et les Africains, a parlé du bruit et des odeurs. Ça n'a pas empêché les Français de lui donner 2 mandats. Éric Zemmour, dont il est question aujourd'hui, tous les samedis soirs, chez Ruquier, Éric Zemmour insulte les Africains. Personne n'en parle. Aujourd'hui, il dit que on contrôle plus les Arabes et les Africains parce que effectivement, c'est chez ces peuples-là qu'on trouve le plus de dealers et de trafiquants de drogue. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, les témoins de bonne moralité sont là. L'avocat général de Paris lui vient en aide pour dire non, mais il n'a rien dit de grave. Hein. Quand vous visitez la justice française, vous vous rendez compte effectivement que c'est vrai. Factuellement, c'est vrai. Mais ce qui est accepté, ce qui est toléré, ce qui est expliqué en ce qui concerne les Africains, on ne tolère même pas le millième de ces choses-là
à l'égard d'autres communautés. Zemmour ne peut pas se permettre de dire que, par exemple, à contrario, la police ne contrôle pas les jeux parce que c'était des victimes de l'histoire. Mais si Zemmour avait fait cette phrase, je ne sais pas où il serait aujourd'hui. Mais quand il s'agit des Africains, non, on trouvera toujours des explications. Donc, ce racisme a fait que la France continue par soutenir des régimes totalement vomis et inacceptables en Afrique. C'est le cas du Togo. Donc, Faure Gnassingbé, en 2005, a succédé à son père. Et comment? Le 5 février, son père était mort. Les gens nous ont appelés depuis Paris pour nous demander mais qu'est-ce qui se passe parce qu'il y avait des troupes venant de la Côte d'Ivoire en direction du Togo. Mais on s'était interrogé, on ne savait pas parce que effectivement Yadema était là, mais on n'avait aucune information parce que les chefs d'État, entre guillemets, les chefs d'État africains n'ont jamais été malades. Et Yadema même disait qu'il n'a jamais été malade jusqu'à sa mort. Donc bon, on ne sait pas de quoi il est mort finalement. Donc, nous étions informés effectivement du déploiement d'un détachement de la force Licorne en Côte d'Ivoire vers le Togo. Le 5 février, on nous a annoncé la mort de Yadema. Tout de suite, le corps encore haletant de Yadema, son fils monte au créneau et prend le pouvoir. Et cette nuit du 5 février 2005, la France était aux côtés des forces armées togolaises et a patrouillé aux côtés des forces armées togolaises. Mais lorsque nous l'avions dit à l'époque, Michel Barnier, qui était le ministre de la coopération à ce moment, il a dit simplement que c'était un mensonge. Mais la vérité, c'est que les forces armées françaises, un détachement de la force Licorne a été effectivement vu de façon constante auprès de l'armée togolaise. Parce que le peuple togolais n'avait pas accepté cette succession. Parce qu'elle était anticonstitutionnelle et on s'était opposé à tout ceci. À la fin, on nous a dit d'aller aux élections. Tout en sachant que Faure Gnassingbé restait sur le trône. Parce que bénéficiant de beaucoup de soutien. Et Omar Bongo qui vient de mourir, lui avait même dit de se retirer, de passer par la voie électorale parce que son père a beaucoup d'argent et qu'il aura aussi le soutien de l'armée. Donc, il serait préférable qu'il passe par cette voie au lieu de vouloir passer par la voie héréditaire de cette façon violente. Effectivement, il l'a fait et en avril 2005, on a organisé les élections. Il a été proclamé vainqueur. Donc, c'était l'ébullition totale. On n'avait pas accepté parce qu'il n'avait pas gagné. Il n'avait pas gagné. On s'était organisé au niveau de la société civile togolaise. Et personnellement, j'étais chargé de récolter tous les résultats d'une préfecture qui s'appelle la préfecture de Kloto. Je vous dis qu'il y a des localités, des bureaux de vote où le candidat de l'opposition avait récolté 100% du suffrage. Mais à la fin, qui a été proclamé vainqueur? C'est Faure Gnassingbé. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? C'est la répression qui s'est une fois encore abattue sur le peuple togolais. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez bien, la France-Afrique fonctionne en 4 étapes. La première étape, c'est d'abord d'opérer un coup d'État militaire ou un coup d'État électoral, un hold-up électoral. La deuxième étape, après avoir opéré le vol ou la confiscation du pouvoir, lorsqu'on fraude les élections, qu'est-ce qui se passe? Le peuple n'est pas d'accord. Il y a la répression. Donc, la deuxième étape, c'est la répression. Après la confiscation du pouvoir, c'est la répression. Et la troisième étape, c'est qu'après la répression, on dit non, nous sommes tous des compatriotes, nous sommes obligés de vivre dans le même pays, donc on va aller au dialogue. On va dialoguer et après le dialogue, le 4e niveau maintenant, c'est d'aboutir à ce qu'ils appellent un gouvernement d'union nationale. Ce qui en réalité est une invention de la France-Afrique pour dissoudre en réalité les forces de contestataires dans un gouvernement tout à fait incolore, insipide et informe. L'objectif à terme, c'est de confondre les contestataires et de les confronter à la réalité de la succulence du pouvoir et du gain du pouvoir. Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Tous ceux qui vont dans ce gouvernement d'union nationale ne s'en sortent jamais indemnes. Et soit ils partent pour toujours, ou alors ils reviennent très abîmés en tout cas aux yeux de l'opinion. Dans cette ambiance, on était conviés à dialoguer avec Faure Gnassingbé. Donc l'opposition togolaise s'était regroupée et effectivement est allée à ce dialogue. Ce qui est intéressant dans ce schéma de dialogue, c'est que
nous étions quelques rares organisations au niveau de la société civile à prévenir cette opposition quant au rôle joué par Blaise Compaoré, parce que c'est Blaise Compaoré qui a été mandaté en quelque sorte par la France pour diriger le dialogue. Or, en novembre 2005, nous-mêmes nous étions observateurs à l'élection présidentielle du Burkina Faso. Et Faure Gnassingbé avait envoyé 2 hélicoptères à Blaise Compaoré pour le soutenir et il lui a envoyé aussi de l'argent. Donc, lorsqu'on a demandé à Blaise Compaoré de jouer le rôle du médiateur, nous étions de ceux-là qui n'étaient pas d'accord. Et nous avions dit, nous avions prévenu l'opposition en lui disant effectivement que Blaise Compaoré ne peut pas être neutre dans la situation du Togo. En plus de ça, le Burkina avait un handicap majeur qui était celui de ce qu'on a appelé le conflit ivoirien. Et